Le silence peut cacher les vérités les plus sombres. Dans une école catholique au sud du Brésil, 4 femmes ont disparu sans laisser de traces. Pendant 3 décennies, leurs voix sont restées étouffées derrière les murs jusqu'à ce qu'un homme ordinaire découvre l'extraordinaire. C'était durant l'hiver austral de 1980. Le collège Saint-Joseph, une institution respectée depuis des générations, dominait le paysage de la petite ville de Santa Clara, dans l'état du Rio Grande do Sul, au Brésil. Les murs de pierre grise témoignaient de presque un siècle d'éducation aux catholiques, et les vastes couloirs résonnaient chaque jour des voix d'enfants et des pas mesurés des religieuses enseignantes. Parmi elles, 4 sœurs se distinguaient par leur dévouement exceptionnel. Sœur Béatrice, la plus âgée, enseignait les mathématiques avec une précision qui n'avait d'égal que sa bonté. Ses 60 ans n'avaient en rien diminué sa passion pour l'enseignement. Sœur Maria Luisa, 42 ans, professeure de littérature, était connue pour sa voix douce et sa capacité à faire vivre les poèmes. Sa sensibilité touchait même les élèves les plus réticents. Sœur Gabriela, 35 ans, enseignait les sciences naturelles et dirigeait le petit laboratoire de l'école. Son enthousiasme pour les expériences pratiques rendait ses cours inoubliables. La plus jeune sœur Isabella, 28 ans, responsable des classes primaires, illuminait les salles de son énergie et de sa créativité débordante. Les enfants l'adoraient pour ses histoires et ses jeux éducatifs. Ces 4 femmes partageaient plus que leur vocation religieuse et pédagogique. Elles formaient un cercle soudé, souvent aperçus en discussion animée dans les jardins de l'école ou la bibliothèque après les heures de cours. Leur amitié était remarquable, même dans cette communauté où la fraternité était une valeur fondamentale. Le printemps approchait lorsque les habitants de Santa Clara commencèrent à noter des changements subtils dans le comportement des 4 religieuses. Elles semblaient préoccupées, se réunissaient plus fréquemment, parlaient à voix basse. Certains parents remarquèrent que sœur Béatrice paraissait particulièrement soucieuse, son front plissé même lorsqu'elle souriait aux enfants. Le directeur financier de l'établissement, le père Antonio, un homme de 56 ans au visage austère et aux manières rigides, semblait également tendu. Ses interactions avec les 4 enseignantes étaient devenues visiblement froides. Les rumeurs suggéraient des désaccords concernant la gestion des ressources de l'école, mais personne ne connaissait la véritable nature de ces tensions. Le 15 juin 1980, un lundi matin pluvieux, les 4 religieuses ne se présentèrent pas à leurs classes respectives. Leur absence simultanée provoqua une confusion immédiate. Jamais elles n'avaient manqué leurs obligations sans prévenir. La mère supérieure, sœur Constanza, visiblement troublée, assura aux élèves et au personnel que tout allait bien. Le lendemain, le père Antonio convoqua une réunion extraordinaire. Son annonce fut brève et décisive. Les 4 religieuses avaient quitté leur vocation et l'école. Il expliqua qu'elles avaient laissé une lettre commune indiquant leur décision de renoncer à leurs vœux pour des raisons personnelles. Son ton ne laissait place à aucune question. La communauté fut choquée. Que 4 religieuses dévouées abandonnent simultanément leur vocation, sans adieu, sans explications individuelles, paraissait incompréhensible. Les enfants pleurèrent l'absence de leur professeur bien-aimé. Les parents s'interrogèrent. Les collègues restèrent incrédules. Des recherches discrètes furent initiées par quelques proches. Les familles des disparus, vivant dans différentes régions du pays, furent contactées. Aucune n'avait reçu de nouvelles, aucune visite, aucun appel téléphonique. Les 4 femmes semblaient s'être évaporées. La police fut finalement alertée, mais l'enquête resta superficielle. Le père Antonio présenta des documents officiels, des lettres de démission signées, des attestations de départ volontaires. Les autorités ecclésiastiques confirmèrent avoir reçu et accepté leur demande de libération des vœux. Les 4 noms furent officiellement retirés des registres de l'ordre. Graduellement, le mystère des 4 religieuses disparues devint un murmure, puis un souvenir, et enfin presque une légende locale. De nouvelles enseignantes arrivèrent.
Les enfants grandirent. La vie du collège Saint-Joseph continua son cours, comme un fleuve qui contourne un obstacle avant de reprendre sa direction initiale. Mais dans les couloirs silencieux de l'école, certains prétendaient parfois entendre des bruits inexplicables, des objets déplacés sans raison apparente, des portes qui se fermaient doucement, et parfois, très rarement, des billets anonymes apparaissant mystérieusement sur les bureaux des élèves en difficulté, contenant exactement les encouragements ou les conseils dont ils avaient besoin. Les années passèrent, implacables et transformatrices. Le collège Saint-Joseph connut des périodes de prospérité et de difficulté, mais maintint sa réputation d'excellence. Le père Antonio gravit les échelons de la hiérarchie ecclésiastique, devenant finalement évêque auxiliaire. Son ascension fut attribuée à sa gestion exceptionnelle des finances de plusieurs institutions religieuses de la région. La ville de Santa Clara se développa modestement, conservant son caractère traditionnel tout en s'adaptant aux changements économiques du Brésil. De nouvelles constructions modernisèrent le paysage urbain. Des entreprises locales prospérèrent, particulièrement celles liées à la famille Mendes, dont le patriarche, Roberto Mendes, entretenait des relations privilégiées avec les autorités religieuses. Pendant ce temps, derrière les murs épais du vénérable établissement, une présence fantomatique habitait les espaces oubliés. Sœur Isabella, la plus jeune des 4 disparus, survivait dans un monde parallèle fait de conduits de ventilation, de passages secrets et de recoins obscurs. Son calvaire avait commencé ce fatal 15 juin 1980. Les 4 religieuses avaient découvert des irrégularités flagrantes dans les comptes de l'école. Des sommes importantes transitaient par les livres de comptes avant de disparaître vers des sociétés fictives. La signature du père Antonio apparaissait sur des documents troublants, aux côtés de celle de Roberto Mendes. Confronté à leur découverte, le père Antonio avait d'abord nié, puis tenté de les convaincre de la légitimité de ces transactions. Face à leur détermination à signaler ces malversations aux autorités supérieures, son attitude avait changé. Ce qui devait être une simple discussion s'était transformé en piège mortel. Avec l'aide de 2 hommes jamais identifiés, le père avait forcé les 4 religieuses à monter dans le grenier abandonné de l'aile est. Là, derrière une fausse cloison, existait une pièce dont personne ne soupçonnait l'existence. Un espace suffisamment grand pour contenir 4 prisonnières, mais trop petit pour leur offrir un semblant de confort. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Le père Antonio leur apportait le minimum vital pour survivre, toujours accompagnés de menaces. Si elles tentaient de s'échapper, leurs familles en paieraient le prix. Ses complices, des hommes influents de la région, veilleraient à ce que justice ne soit jamais rendue. Les conditions de détention étaient inhumaines. L'espace confiné, la chaleur étouffante en été, le froid mordant en hiver. L'obscurité presque permanente, uniquement rompue par la faible lumière filtrant à travers une minuscule ouverture. La nourriture insuffisante et souvent avariée, le manque d'hygiène, l'absence de soins médicaux. Sœur Béatrice fut la première à succomber. Son cœur, déjà fragilisé par l'âge, ne résista pas au traumatisme et aux privations. Elle mourut dans les bras de ses compagnes 6 mois après leur séquestration. Sœur Maria Luisa développa une infection pulmonaire qui, sans traitement, la consuma lentement. Son agonie dura des semaines avant que la mort ne la libère. Environ 1 an après leur emprisonnement, Sœur Gabriela résista plus longtemps, devenant le pilier émotionnel de la jeune Isabella. Ensemble, elles maintinrent leur foi et leur espoir, priant chaque jour pour leur délivrance. Elles découvrirent que la pièce communiquait avec un ancien système de ventilation, vestige des premières années de construction de l'école. À force d'exploration prudente, elles parvinrent à accéder au conduit. Trop étroit pour permettre une évasion véritable, ces passages offraient néanmoins un accès limité à d'autres parties du bâtiment. Elles commencèrent à récupérer discrètement de la nourriture dans les cuisines pendant la nuit, améliorant légèrement leurs conditions de survie. Mais la maladie finit par atteindre sœur Gabriela également.
une fièvre persistante, des douleurs abdominales intenses et finalement une hémorragie interne. Elle mourut au cours de la 3e année de captivité, laissant Isabella seule face à l'horreur de sa situation. Le père Antonio, voyant le nombre de ses prisonnières diminuer, ne semblait ressentir aucun remords. Il continuait ses visites, espacées, apportant le strict minimum pour maintenir Isabella en vie. Peut-être espérait-il que la solitude et le désespoir auraient raison de sa dernière victime. Peut-être la gardait-il comme preuve vivante de son pouvoir absolu. Ce qu'il ignorait, c'était la force exceptionnelle de la jeune femme. Plutôt que de sombrer dans la folie, Isabella transforma sa captivité en mission. Les corps de ses sœurs avaient été emportés par le père, probablement enterrés dans un lieu inconnu. Elle se jura de survivre pour témoigner un jour de leur martyre. Avec une patience infinie, elle élargit son territoire secret. Les conduits de ventilation devinrent ses routes, les recoins oubliés ses refuges temporaires. Elle développa une connaissance intime de la structure du bâtiment, de ses rythmes, de ses sons. Elle apprit à se déplacer sans bruit, à observer sans être vue. La nuit, elle parcourait son domaine vertical et horizontal, récupérant de la nourriture, de l'eau, parfois des vêtements ou des couvertures abandonnées. Elle créa plusieurs caches à travers l'école, des espaces de repli où elle entreposait ses maigres possessions et des journaux intimes dans lesquels elle consignait méthodiquement dates, faits et noms. Au fil des années, Isabella devint une présence protectrice invisible. Depuis les conduits, elle observait les élèves, écoutait leurs problèmes. Elle commença à laisser de petits mots anonymes pour ceux qui semblaient en détresse. Des conseils, des encouragements, parfois de simples dessins. Les enfants attribuèrent ces messages à un ange gardien ou à un fantôme bienveillant. Plus importante encore, elle surveillait. Elle observait le père Antonio et ses complices. Elle écoutait leurs conversations, leurs plans, leurs nouveaux stratagèmes financiers. Elle documentait tout, espérant qu'un jour, quelqu'un découvrirait la vérité. Pendant ce temps, à l'extérieur, le monde continuait sa course. Le Brésil connaissait des changements politiques majeurs. La démocratie se consolidait. Internet apparaissait. Les téléphones portables devenaient courants. Mais derrière, les murs du collège Saint-Joseph, une femme vivait comme un spectre, attendant que justice soit rendue. Mais 2012 marqua un tournant décisif dans cette histoire tragique. Miguel Santos, électricien de 43 ans, fut appelé pour effectuer des travaux de rénovation électrique au collège Saint-Joseph. Père des 2 enfants qui fréquentaient l'établissement, Miguel connaissait bien les lieux pour y avoir réalisé divers travaux d'entretien au fil des années. Cette fois, la tâche était plus conséquente. Le système électrique vieillissant nécessitait une mise aux normes complètes, impliquant l'accès à des zones rarement visitées. Miguel était un homme méthodique et consciencieux, attaché à comprendre les structures sur lesquelles il intervenait. Son travail le conduisit dans les combles du bâtiment principal, un espace vaste et poussiéreux où couraient des faisceaux de câbles datant de différentes époques. La chaleur y était étouffante en ce début de printemps austral. Les poutres anciennes craquaient sous ses pas prudents. En examinant une section particulièrement dégradée du réseau électrique, Miguel remarqua une anomalie dans la structure du plafond. Un panneau semblait avoir été modifié, ne correspondant pas au plan original du bâtiment. Sa curiosité professionnelle éveillée, il décida d'y regarder de plus près. En déplaçant le panneau, il découvrit un espace entre 2 cloisons. À sa grande surprise, cet interstice contenait plusieurs cahiers soigneusement emballés dans du plastique. Intrigué, il les ouvrit délicatement et commença à lire. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Des journaux intimes, datés et signés, relatant une histoire si horrible qu'elle semblait sortir d'un roman noir. Les écrits de 4 femmes, religieuses et enseignantes, décrivant leur découverte de malversations financières, puis leur séquestration. Les premiers journaux contenaient des entrées des 4 sœurs, puis seulement 3, puis 2, et finalement uniquement celle qui signait Isabella. Miguel passa des heures à lire, oubliant complètement son travail. Les détails étaient précis, méthodiques.
nom, date, montant, méthode utilisée pour détourner des fonds, la description de leur lieu de captivité, le récit de la mort progressive de 3 des prisonnières, la survie miraculeuse mais terrible de la dernière. Les cahiers les plus récents racontaient comment Isabella avait appris à naviguer dans les entrailles du bâtiment, comment elle avait créé un réseau de passages et de cachettes, comment elle surveillait encore le père Antonio, devenu Monseigneur Antonio, et ses complices qui continuaient leurs activités frauduleuses. Miguel fut particulièrement bouleversé en lisant que la survivante avait adopté le rôle de protectrice invisible des enfants. Il se souvint alors des histoires que ses propres enfants racontaient, les mystérieux messages d'encouragement trouvés sur leur bureau dans des moments difficiles, les légendes de l'ange gardien de Saint-Joseph que tous les élèves connaissaient. Le dernier cahier indiquait que son auteur vivait toujours, quelque part dans les murs et les conduits. Elle y avait inscrit un plan précis, montrant l'emplacement de la pièce secrète où elle avait été initialement séquestrée et qui servait encore occasionnellement de lieu de rencontre pour les conspirateurs. Miguel se trouvait face à un dilemme moral écrasant. Dénoncer immédiatement ces faits aux autorités, ou tenter d'abord de retrouver la survivante, qui pourrait être en danger si une enquête était lancée trop brutalement. Sa décision fut prise lorsqu'il trouva, glissée entre 2 pages, une note récente adressée aux futurs lecteurs des journaux. La note expliquait que la survivante craignait que ses preuves ne soient détruites si les autorités étaient prévenues sans précaution. Monseigneur Antonio et Roberto Mendes disposèrent de contacts haut placés dans la police locale. Elle suggérait de contacter d'abord un journaliste indépendant nommé Carlos Ferreira, connu pour ses enquêtes sur la corruption. Miguel suivit cette recommandation. Il photocopiait les journaux et contacta discrètement le journaliste. Carlos, initialement sceptique, fut rapidement convaincu par la précision des informations et la cohérence du récit. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour localiser la survivante avant de rendre l'affaire publique. Pendant 3 nuits consécutives, Miguel retourna au collège sous prétexte de finir ses travaux électriques. Il laissa des messages aux endroits indiqués sur le plan trouvé dans les journaux, espérant établir un contact. Le 3e soir, alors qu'il travaillait seul dans un couloir désert, il entendit un bruit léger provenant du plafond. Une voix faible, rauque de n'avoir que rarement parlé, s'adressa à lui depuis une bouche d'aération. Elle lui demanda pourquoi il cherchait Isabella. Avec émotion, Miguel expliqua sa découverte des journaux et son désir d'aider. Un long silence suivit, puis la grille de ventilation s'ouvrit lentement. Le visage qui apparut était celui d'une femme d'environ 60 ans, aux traits marqués par les épreuves, mais aux yeux d'une lucidité surprenante. Sœur Isabella avait survécu 32 ans dans les entrailles du collège Saint-Joseph. Elle était prête à témoigner. La rencontre entre Miguel, Carlos et sœur Isabella se déroula dans un petit appartement, loué sous un faux nom à la périphérie de Santa Clara. La religieuse, vêtue de vêtements civils récupérés au fil des années, paraissait étrangement calme, malgré les circonstances extraordinaires. Son apparence physique témoignait de ses décennies de privation. Mince jusqu'à la maigreur, le teint pâle de ceux qui vivent loin du soleil, les mains déformées par l'arthrite précoce due à l'humidité constante de ses refuges. Mais son regard restait vif et sa mémoire intacte. Durant plusieurs heures, elle raconta son histoire dans ses moindres détails. Comment tout avait commencé par une simple vérification des comptes de l'école, une tâche que sœur Béatrice effectuait régulièrement en tant que responsable administrative adjointe. Des irrégularités avaient été notées. Des sommes importantes disparaissaient des comptes de fonctionnement pour réapparaître brièvement dans des fonds de réserve avant de s'évanouir complètement. Les 4 religieuses avaient mené leur enquête discrète pendant plusieurs semaines. Elles avaient découvert que le père Antonio avait créé un système complexe de sociétés fictives, en collaboration avec Roberto Mendes et 3 autres hommes d'affaires locaux.
L'argent destiné aux fournitures scolaires, aux repas des élèves, aux bourses pour familles défavorisées était systématiquement détourné. Plus grave encore, le collège Saint-Joseph servait de façade pour blanchir des fonds provenant d'activités illicites des entreprises Mendes. Des donations fictives étaient enregistrées, transformant de l'argent sale en contributions caritatives légitimes et déductibles d'impôts. Lorsqu'elles avaient confronté le père Antonio avec leur découverte, celui-ci avait d'abord tenté de les convaincre de garder le silence, leur promettant des avantages personnels. Face à leur refus, la situation avait rapidement dégénéré. Les 4 religieuses avaient été droguées lors d'un repas, puis transportées inconscientes jusqu'à la pièce secrète du grenier. Isabella décrivit leur captivité initiale en détails cliniques. La pièce mesurait approximativement 4 mètres sur 3. Une seule ampoule nue fournissait un éclairage parcimonieux. Un seau servait de toilette. De l'eau était fournie, dans des bouteilles en plastique, la nourriture dans des conteneurs jetables. Une mince couverture pour chacune constituait tout leur confort. Le père Antonio venait les voir tous les 3 ou 4 jours, toujours armé. Il leur expliquait que personne ne les cherchait. Des lettres de démission avaient été forgées, des documents officiels falsifiés. Pour le monde extérieur, elles avaient volontairement quitté leurs fonctions et leur ordre religieux. Isabella raconta la mort de ses compagnes avec une émotion contenue. Sœur Béatrice avait succombé à une crise cardiaque après avoir supplié en vain pour des médicaments. Sœur Maria Luisa avait développé une pneumonie, sa respiration devenant de plus en plus difficile, jusqu'à ce que, une nuit, elle cesse simplement de lutter. Sœur Gabriella avait résisté plus longtemps, mais une infection abdominale non traitée l'avait finalement emportée dans d'atroces souffrances. Après chaque décès, le père Antonio revenait avec 1 ou 2 hommes masqués. Ils emportèrent le corps enveloppé dans un drap. Ce ne fut que des années plus tard, en explorant les conduits donnant sur le jardin potager de l'école, qu'Isabella comprit où ses sœurs avaient été enterrées. Un carré particulier du jardin, particulièrement fertile selon les jardiniers, abritait les restes de ses compagnes. Isabella expliqua ensuite comment, seule et désespérée, elle avait découvert que l'une des grilles de ventilation de leur prison était mal fixée. Après des semaines d'efforts patients, elle était parvenue à la détacher suffisamment pour se glisser dans le conduit. Trop étroit pour permettre une véritable évasion, ce passage lui avait néanmoins offert un début de liberté. Progressivement, elle avait exploré le réseau complexe de conduits, de vides sanitaires et d'espaces oubliés qui parcouraient le vieux bâtiment. Elle avait créé une carte mentale des lieux, identifié les zones sûres, les passages dangereux, les points d'observation stratégique. Sa survie quotidienne relevait du miracle d'ingéniosité. Elle récupérait de la nourriture dans les cuisines pendant la nuit, principalement des aliments non périssables ou des restes. Elle collectait l'eau de condensation des climatiseurs ou se risquait jusqu'au robinet des toilettes rarement utilisées. Elle avait aménagé plusieurs caches à travers l'école, contenant ses maigres possessions, dont ses précieux journaux. Au fil des années, Isabella avait appris à connaître intimement chaque recoin de l'établissement. Elle pouvait se déplacer presque partout sans être détectée, observant la vie qui continuait sans elle. Elle avait vu des générations d'élèves passer, des enseignants arriver et partir, des rénovations modifier certaines parties du bâtiment. Plus important encore, elle avait continué à surveiller le père Antonio et ses complices. Depuis ses postes d'observation, elle avait assisté à d'innombrables réunions secrètes, entendu les détails de leurs opérations frauduleuses qui s'étaient amplifiées avec le temps. Elle avait tout consigné méticuleusement, date, nom, montant, méthode. Isabella révéla que le réseau criminel s'était considérablement développé au fil des décennies. Ce qui avait commencé comme un détournement de fonds scolaires était devenu une opération sophistiquée de blanchiment d'argent impliquant plusieurs institutions religieuses de la région. Monseigneur Antonio avait utilisé son influence croissante pour placer des hommes de confiance à des postes clés. Roberto Mendes, devenu entre-temps l'un des hommes d'affaires les plus puissants de l'État, avait diversifié ses activités illicites.
Isabella avait entendu des conversations mentionnant du trafic de drogue, de la corruption politique, des pots de vin versés à des fonctionnaires pour obtenir des contrats publics. Le plus troublant était la façon dont ils utilisaient le collège Saint-Joseph et d'autres institutions religieuses comme façade respectable. Des millions de réais transitaient chaque année par ces établissements, transformant de l'argent sale en donations légitimes ou en investissements immobiliers. Isabella confessa que pendant toutes ces années, elle avait tenté à plusieurs reprises de communiquer avec le monde extérieur. Des lettres glissées dans des sacs d'élèves qui n'étaient jamais arrivés à destination. Des messages codés, inscrits sur les murs des toilettes, rapidement effacés par le personnel d'entretien. Des tentatives d'attirer l'attention qui s'étaient toujours soldées par des échecs. Face à ces insuccès, elle avait finalement décidé de se concentrer sur 2 objectifs. Documenter méticuleusement tous les crimes dont elle était témoin et protéger les enfants de l'école dans la mesure de ses modestes moyens. Ce dernier aspect de son récit émut particulièrement Miguel. Isabella expliqua comment elle avait commencé à laisser des notes anonymes aux élèves qu'elle voyait en difficulté. Des encouragements pour ceux qui luttaient avec certaines matières, des avertissements pour ceux qui risquaient de tomber dans de mauvaises habitudes, des conseils pour ceux qui subissaient du harcèlement. Elle mentionna spécifiquement le fils aîné de Miguel, qui 2 ans auparavant traversait une période difficile suite au divorce de ses parents. Elle avait laissé plusieurs messages sur son bureau, des mots simples mais qui avaient aidé l'enfant à surmonter cette épreuve. Miguel, les larmes aux yeux, confirma que son fils avait souvent parlé de ces mystérieux messages qui semblaient toujours apparaître exactement quand il en avait besoin. Carlos, le journaliste, prit des notes détaillées et photographia les dizaines de cahiers qu'Isabella avait confiés à Miguel. Il était stupéfait par la précision des informations, la cohérence chronologique parfaite et les preuves matérielles accumulées au fil des décennies. Des relevés bancaires subtilisés dans le bureau du directeur, des fragments de conversation enregistrés sur des magnétophones miniatures récupérés dans des objets abandonnés, des listes de noms, de dates, de montants. La nuit était bien avancée lorsque Isabella termina son récit. Elle semblait épuisée mais soulagée, comme si le simple fait de partager enfin son histoire lui avait rendu une partie de son humanité volée. Avant de se séparer, les 3 complices élaborèrent un plan d'action. Carlos contacterait des collègues de confiance dans les médias nationaux et des policiers fédéraux qu'il savait incorruptibles. Miguel aiderait Isabella à récupérer les dernières preuves cachées dans l'école. Dans 48 heures, l'histoire des religieuses disparues de Santa Clara éclaterait au grand jour, secouant le Brésil tout entier. Le 12 mai 2012, à 5 heures du matin précise, plusieurs véhicules banalisés de la police fédérale brésilienne encerclèrent discrètement le collège Saint-Joseph. Simultanément, d'autres équipes se positionnèrent devant la résidence de Monseigneur Antonio, le siège des entreprises Mendes et les domiciles de 4 autres suspects identifiés grâce aux informations fournies par Isabella. L'opération, baptisée Veritas par les autorités, avait été préparée dans le plus grand secret. Seuls des agents spécialement sélectionnés y participaient pour éviter toute fuite vers les réseaux d'influence des suspects. Un juge fédéral avait personnellement signé les mandats après avoir été convaincu par la masse de preuves présentées. À 5h30, les policiers investirent les différents lieux. Monseigneur Antonio fut arrêté dans son sommeil, visiblement choqué de voir sa chambre envahie par des agents armés. Roberto Mendes tenta brièvement de résister avant de se rendre. Les autres suspects furent appréhendés sans incident majeur. Au collège Saint-Joseph, les agents, guidés par les plans extrêmement précis fournis par Isabella, se dirigèrent immédiatement vers le grenier. La pièce secrète fut localisée et ouverte. Malgré les décennies écoulées et les tentatives évidentes de nettoyage, les techniciens de la police scientifique purent relever des traces biologiques correspondant à la présence prolongée de plusieurs personnes. Pendant ce temps, d'autres équipes se concentraient sur le jardin potager de l'école.
Utilisant des géoradars et des chiens spécialement entraînés, ils identifièrent rapidement 3 zones suspectes. Les excavations commencèrent sous la supervision d'anthropologues judiciaires. À midi, les premières chaînes de télévision nationales interrompaient leur programme pour une édition spéciale. Carlos Ferreira, entouré de journalistes de divers médias respectés, présentait l'affaire des religieuses disparues de Santa Clara. Les détails étaient si choquants que beaucoup de spectateurs crurent initialement à une fiction macabre. La conférence de presse de la police fédérale, 2 heures plus tard, confirma l'authenticité de l'histoire. Le directeur des opérations présenta les premières preuves matérielles, expliqua le déroulement des arrestations et annonça que des restes humains avaient été découverts dans le jardin du collège, correspondant apparemment à 3 corps féminins. Dans les jours qui suivirent, l'affaire prit une ampleur nationale. Les médias du monde entier relayèrent cette histoire extraordinaire de séquestration, de survie et de justice différée. Des experts en traumatisme, en psychologie carcérale et en résilience humaine furent consultés pour expliquer comment une femme avait pu survivre 3 décennies dans de telles conditions. Isabella, dont l'identité fut initialement protégée, reçut immédiatement des soins médicaux intensifs. Son état physique était préoccupant, des carences nutritionnelles sévères, une ostéoporose avancée, des problèmes pulmonaires liés à des années passées dans des espaces mal ventilés, des troubles de la vision dus au manque de lumière naturelle. Psychologiquement, elle présentait un mélange déconcertant de traumatisme profond et d'une résilience extraordinaire. Les spécialistes qui l'examinèrent furent impressionnés par sa lucidité, sa mémoire précise et sa capacité à organiser ses pensées malgré l'isolement prolongé. Les familles des 4 religieuses furent contactées. Beaucoup de parents directs étaient décédés, mais des frères et sœurs, des neveux et nièces apprirent enfin la vérité sur la disparition de leurs proches. Les retrouvailles entre Isabella et les membres survivants de sa famille furent émotionnellement intenses et largement couvertes par les médias. Les analyses ADN confirmèrent que les restes découverts dans le jardin appartenaient bien à sœur Béatrice, sœur Maria Luisa et sœur Gabriela. Des funérailles nationales furent organisées en présence des plus hautes autorités religieuses et civiles du pays. Le pape lui-même envoya un représentant personnel et une lettre exprimant sa profonde tristesse et son indignation face à ces crimes. Pendant ce temps, l'enquête s'élargissait. Les preuves accumulées par Isabella pendant 3 décennies permirent aux autorités de démanteler un réseau criminel bien plus vaste que prévu initialement. Des dizaines de personnes furent arrêtées, dont plusieurs religieux, des fonctionnaires, même corrompus et des hommes d'affaires influents. Les documents saisis révélèrent que le système de blanchiment d'argent utilisait non seulement le Collège Saint-Joseph, mais également 5 autres institutions religieuses de la région. Les sommes détournées au fil des années s'élevaient à plusieurs centaines de millions de réais. Une partie de cet argent provenait du trafic de drogue, une autre de la corruption dans l'attribution de marchés publics. Monseigneur Antonio, confronté à l'ampleur des preuves contre lui, tenta d'abord de nier, puis de minimiser son rôle. Ses avocats plaidèrent son âge avancé et son état de santé précaire pour obtenir une détention à domicile. La demande fut rejetée par le juge en charge du dossier, citant la gravité exceptionnelle des crimes et le risque de fuite. Roberto Mendes adopta une stratégie différente. Il proposa de collaborer avec la justice en échange d'une réduction de peine. Ces révélations entraînèrent de nouvelles arrestations, remontant jusqu'à des personnalités politiques de premier plan. Le scandale s'étendit comme une tache d'huile, ébranlant les fondements mêmes du pouvoir régional. Le procès des principaux accusés débuta 6 mois après les arrestations. Il attira une attention médiatique internationale. Isabella témoigna pendant 3 jours consécutifs, décrivant avec une précision clinique les événements qui avaient marqué sa vie. Sa dignité face à ses bourreaux impressionna profondément le public et les jurés. Les verdicts tombèrent après 8 semaines de procédure.
Monseigneur Antonio fut condamné à 45 ans de prison pour séquestration, homicide par négligence, association criminelle et crimes financiers. Roberto Mendes écopa de 38 ans d'emprisonnement malgré sa collaboration avec la justice. Les autres accusés reçurent des peines allant de 12 à 30 ans selon leur degré d'implication. Pour le collège Saint-Joseph, les conséquences furent complexes. L'établissement fut temporairement fermé pendant l'enquête, puis placé sous la tutelle directe du ministère de l'Éducation. Une nouvelle équipe de direction fut nommée avec pour mission de reconstruire la réputation de l'institution tout en préservant la mémoire des événements tragiques qui s'y étaient déroulés. Une partie du bâtiment, incluant le grenier, et les principaux conduits utilisés par Isabella fut transformée en musée mémorial. Les visiteurs pouvaient y découvrir les conditions de sa captivité et de sa survie extraordinaire, ainsi que des informations sur ses 3 compagnes disparues. Quant à Isabella elle-même, après plusieurs mois d'hospitalisation et de réadaptation, elle dut apprendre à vivre dans un monde qui avait radicalement changé pendant ces années de séquestration. Internet, téléphone portable, réseaux sociaux, nouvelles technologies. Tout lui semblait à la fois fascinant et intimidant. Avec l'aide de psychologues spécialisés, elle entreprit un long processus de réintégration sociale. Elle refusa les nombreuses offres d'interviews exclusives et de contrats d'édition, préférant garder une certaine distance avec sa soudaine notoriété. Une fondation fut créée en son nom pour aider les victimes de séquestration et de traumatismes similaires. Isabella choisit finalement de s'installer dans une petite maison à la campagne, entourée de nature et de calme. Elle y accueillait régulièrement des membres de sa famille retrouvés et quelques amis proches, dont Miguel et sa famille, qui étaient devenus des soutiens essentiels dans sa nouvelle vie. 5 ans après sa libération, Isabella publia finalement ses mémoires. L'ouvrage, sobre et dépourvu de sensationnalisme, devint instantanément un best-seller international. Les droits d'auteur furent intégralement versés à sa fondation, qui avait déjà aidé des centaines de victimes à travers le pays. Le collège Saint-Joseph avait retrouvé sa vocation éducative, mais n'oubliait pas son histoire. Chaque année, les élèves participaient à des ateliers sur l'éthique, la responsabilité et le courage moral, inspirés par l'exemple des 4 religieuses qui avaient osé défier un système corrompu. Dans le jardin de l'école, là où autrefois se trouvait le potager, un mémorial avait été érigé. 4 statues de bronze représentant Sœur Béatrice, Sœur Maria Luisa, Sœur Gabriela et Sœur Isabella se tenaient debout, leurs mains jointes, symbolisant leur solidarité face à l'adversité. La légende de l'ange gardien de Saint-Joseph persistait parmi les nouvelles générations d'élèves. Certains prétendaient encore parfois entendre des bruits inexpliqués dans les vieux murs ou trouver des messages mystérieux dans les moments difficiles. La direction encourageait ces récits, y voyant une façon de perpétuer l'esprit protecteur qu'Isabella avait incarné pendant tant d'années. Monseigneur Antonio mourut en prison 3 ans après sa condamnation, sans jamais avoir exprimé de remords. Roberto Mendes continuait de purger sa peine, devenu un témoin clé dans d'autres affaires de corruption. Le réseau criminel qu'ils avaient bâti était démantelé, mais ses ramifications continuaient d'être découvertes dans diverses sphères de la société brésilienne. Quant à Isabella, désormais libérée du poids de son passé, elle avait trouvé une forme de paix. Sa foi, miraculeusement préservée malgré les épreuves, s'était transformée en une spiritualité profonde et personnelle. Elle consacrait une partie de son temps à visiter des écoles, non pour raconter son histoire, mais pour enseigner aux enfants la valeur de la persévérance et de l'intégrité. Son message était simple, mais puissant. Les ténèbres, aussi, épaisses soient-elles, ne peuvent pas éteindre complètement la lumière de la vérité. Parfois, cette lumière met des années, des décennies à percer, mais finalement, elle trouve toujours son chemin. La vérité des 4 religieuses de Santa Clara avait mis 32 ans à émerger. Mais quand elle avait finalement éclaté, au grand jour, elle avait illuminé les coins les plus sombres du pouvoir et de la corruption,
prouvant que même les secrets les mieux gardés finissent par être révélés.